Merci d'avoir bravé les événements pour nous rejoindre. Donc, je suis Emmanuel Hirsch, je suis heureux de vous accueillir avec Fabrice et puis toute l'équipe de l'Espace Éthique. On voulait absolument organiser, malgré les circonstances toujours difficiles et déroutantes de la Covid-19, cette rencontre qui est filmée, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui regardent sur notre site les films, de plus en plus d'ailleurs regardés. Donc ça permettra pour la postérité, dans les 100 ans qui viennent, je dis pour une politique comme vous, Madame Le Vieux, vous savez que vous avez une postérité qui est assurée, parce que dans 100 ans encore, on regardera cet événement. Les gars, merci d'être là. On lance depuis quelques jours une dynamique dans le cadre du 20e anniversaire de la loi du 4 mars 2002, droit des malades et qualité du système de santé. Alors pour une responsable politique, c'est pas indifférent que de savoir que cette loi, c'était une loi des années SIDA, donc qui a été dans la dynamique, effectivement, d'une conquête politique, qui était la dignité de la personne malade, le droit à s'exprimer, bref, toute la politisation de questions de santé publique. Ben nous, on prend le relais. On s'est dit que pendant la Covid-19, on aurait peut-être davantage sollicité la démocratie en santé. Et on a tout un programme, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un vrai programme, puisqu'on s'inscrit, même si on ne l'a pas mis sur le programme déjà dans cette dynamique, puisque la personne dans la vulnérabilité du grand âge, mais au-delà de la vulnérabilité de la personne dans l'âge, dans son intégrité, doit être reconnue comme une valeur fondamentale de notre démocratie, et ça devrait être mis aussi au rang des enjeux du débat politique, de la présidentielle. Puis on fait un événement important qui pour nous sera assez fondateur demain. On organise un grand auditorium de l'école de médecine, 12 rue de l'école de médecine pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre. Un événement qui n'est pas anecdotique, on réunit les militants des années SIDA, puisqu'on voulait fonder notre démarche de repenser la loi du 4 mars 2002, recommencer la démocratie sanitaire avec celles et ceux qui l'ont inventée. Donc même des personnalités comme Jean-François Delfraissy, tout un ensemble de personnalités qui sont très investies dans le Covid-19, sont des acteurs. Je fais ça avec aide et le Conseil national du SIDA. Je vous incite d'ailleurs à voir l'avis très intéressant que le Conseil national du SIDA a produit en juillet dernier, où il dit si on avait sollicité peut-être l'expertise des années SIDA, peut-être qu'on aurait eu d'autres approches en termes de mobilisation de la société, en termes de confiance, notamment vis-à-vis des personnes en situation de vulnérabilité pour des raisons socioculturelles. Peut-être que les choses auraient été un peu différentes. Et peut-être qu'elle le sera encore différemment dans les mois et les années qui viennent si on tenait compte de ce mouvement qui est un mouvement intéressant de mobilisation. Donc voilà, donc on se lance dans cette dynamique et ça ne se terminera pas pour nous au 4 mars 2022. On aura différents événements et le statut de la personne vulnérable parce que dans le grand âge, toutes les questions de la longévité, toute cette inventivité nécessaire qui n'était pas dans la loi du 4 mars 2002. Il y a eu d'autres textes depuis. Donc on pense que c'est bien la question de la fin de vie, par exemple, les lois spécifiques à la fin de vie. Est-ce que dans le cadre de la démocratie, droit des malades, ou même pas malades, tout simplement, est-ce que ce n'est pas des éléments à prendre en compte? Donc soyez attentifs aux emails que vous allez recevoir dans les prochaines semaines de Sébastien Claes. Chaque fois que je vais quelque part et que je parle de l'espace éthique, vous irez bonjour à monsieur Sébastien Claes, donc vous me dites c'est lui, c'est la personne la plus connue puisque ces emails, j'allais dire, s'envoient en France entière. Voilà, ça c'était pour la partie introductive, donc pour contextualiser cette soirée qui n'est pas anodine, et merci d'être là. Et un deuxième point qui est important, on a la chance d'avoir Fabrice Hig, qui j'espère prendra bientôt la succession de la direction de l'Espace Éthique. Il est là pour ça depuis un peu plus de 2 ans. Et c'est vrai qu'une mission importante lui a été confiée par la ministre, et je trouve que c'était d'abord un signal intéressant que de vouloir de sa part un investissement dans le champ de l'éthique à travers un travail de charte. Si vous êtes dans le couloir, vous verrez qu'on avait fait pas mal de chartes. Il a fait un travail d'une immense qualité, puisqu'il y a à la fois tout un travail de questionnaire, tout un travail de questionnement, qui aboutit à travers une concertation, et c'est une méthodologie qu'on aime bien, à un document. Alors, encore une fois, une charte, ce n'est pas un texte de loi, c'est un cadre général qui doit s'approprier. On a vu à travers différentes chartes qu'on a réalisées à l'espace éthique, que sur le terrain, les gens, c'est pour ça même qu'on fait un format, vous avez remarqué, pour que les gens puissent se mettre dans la poche, les gens travaillent la charte. Et on a plusieurs chartes et on voit année après année comment, par exemple, dans un groupe de travail, pas uniquement d'éthique, ça peut être aussi d'organisation sur les valeurs d'une petite institution, d'une grande institution, ils prennent la charte et ils travaillent un article. Donc on a un retour, et j'allais dire, peut-être que dans quelques années, cette charte sera enrichie. En tous les cas, elle est symboliquement forte. Elle est aussi symboliquement forte parce qu'elle intervient effectivement en pleine année ES Covid-19. Et on a vu à quel point la question de la personne âgée a souvent été assimilée à la question des EHPAD,
sans qu'on regarde toutes les distinctions. Il y a des personnes qui finalement vivent au domicile, totalement autonomes, et qui se sont retrouvées, j'allais dire, d'une certaine manière, arraisonnées par des angoisses, en termes d'information, en termes de capacité de mobilité. Bref, toutes ces questions, et c'est important, parce que vous avez fait beaucoup de choses à la mairie de Paris, donc toutes ces questions méritent d'être agitées. En termes de valeur, de respect de la personne, on a beaucoup travaillé depuis des années la question d'autonomie de la personne. Et vous voyez que dans la loi du 4 mars 2002, c'est le principe d'autonomie, souvent avec une conception très anglo-saxonne. Est-ce qu'il tient la route en toutes circonstances? Jusqu'à quel point doit-on protéger la personne dans ses droits, dans ses valeurs, sans entraver sur ses libertés, sur ses convictions, sur ses valeurs? Et toutes ces questions, des questions qui ont été beaucoup abordées dans le Covid, mais malheureusement d'une manière assez dramatique. Et souvent sans la parole des personnes elles-mêmes, puisqu'on s'est retrouvé avec des associations qui étaient mutilées dans leur capacité d'intervenir, alors qu'elles avaient des choses à dire, des choses à partager dans les choix, y compris par rapport à des questions comme le confinement, pour prendre l'exemple. Bref, on a vu des choses extraordinaires, des mobilisations, et on a vu apparaître des questions qui pour nous vont être des questions qu'on travaillera encore dans les mois qui viennent, puisque on réfléchit aussi à réfléchir sur un certain nombre de principes d'éthique. On en parle souvent, par exemple, la notion d'assentiment. Je ne sais pas si vous voyez, il y a le consentement, et puis il y a l'assentiment. Comment une personne en difficulté d'exprimer ses choix dans un contexte restrictif et contraint peut s'exprimer dans sa volonté selon ce qu'elle souhaite à un moment donné. Donc je trouve que d'un point de vue politique, puisqu'on est finalement un espace éthique, il devient de plus en plus un espace politique. Cette charte est une charte politique. Elle affirme un certain nombre de valeurs dans un contexte où elle est peut-être plus utile. On va voir comment les choses vont évoluer. Elle affirme également j'allais dire, peut-être en sous-titre, un certain nombre de situations qui pour nous sont inacceptables. On a été les uns les autres, on a même mis en place un groupe de travail, on travaille avec les associations. Je vous dis, parce que je sais que vous êtes sensible à ces questions, mais l'hommage aux victimes de la Covid-19, à mon avis, ça restera une trace indélébile si on n'est pas capable, dans les mois qui viennent, de prendre une initiative. Il y a toutes ces familles et ces professionnels qui ont le sentiment d'une culpabilité monstre parce qu'ils n'ont pas pu accompagner comme ils le faisaient, ils n'ont pas pu apporter des moments de séparation, de rupture avec le défunt d'une manière digne, enfin tout ce qui s'est passé avec le décret du 1er avril 2020. Voilà. C'est tout un ensemble de questions qu'on doit aborder, pas, j'allais dire, en étant dans la culpabilité, en étant uniquement en prenant, j'allais dire, en s'attristant, mais en s'affligeant. Comment on peut faire les choses, comment on peut faire évoluer les choses de manière constructive. Je termine pour dire que pour nous, l'essentiel c'est d'en débattre, et d'en débattre d'une manière argumentée. Et je pense que les politiques doivent être en capacité d'arbitrer des décisions. On a des politiques, ils sont nos élus pour qu'effectivement ils assument des décisions, mais ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, c'est d'argumentation, c'est de débat, de discussion, de voir ensemble, dans des situations difficiles, qu'est-ce qu'on priorise d'une certaine manière, quelles sont les valeurs qui nous paraissent essentielles et sur lesquelles on ne transige pas, et puis si on transige, selon quel principe et avec quel contrôle on est en capacité à un moment donné de prendre une décision dont on n'est pas convaincu que c'est la meilleure, mais en tous les cas c'est la moins mauvaise. Et donc tout le registre, je l'ai dit, et puis pour terminer, on a au moins un bénéfice avec cette crise sanitaire, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'étudiants. Ça vous paraît très très surprenant, alors qu'on est un pôle universitaire. Oui. L'espace éthique, c'est un lieu qui anime le débat, qui apparaît comme un élément qui contribue à la concertation. Jamais autant d'étudiants à l'espace éthique. Et on nous parle des professionnels qui sont dans la morosité, qui sont sur le départ. Nous, on rencontre des professionnels qui ont envie d'éthique, qui ont envie de passion démocratique, qui ont envie de s'engager et qui ont besoin d'être armés. De la manière qu'on parle d'armer les lits de réanimation, ils ont besoin d'être armés, d'être équipés au niveau des valeurs. Voilà, je vous ai fait l'introduction, comme ça permet aux dernières personnes qui ne sont pas arrivées d'arriver en tous les cas de se dire qu'ils étaient attendus. Et merci de votre attention, je donne de suite la parole à Fabrice. Je parle assez rapidement parce que les introductions sont beaucoup moins intéressantes que le contenu des interviews.